Bon matin à tous ceux qui nous rejoignent depuis les internets. Mon nom est Stéphanie Guico. On va commencer sous peu. Si vous désirez confirmer où vous êtes bel et bien à la table de discussion sur l'économie collaborative, qui est la continuation de la conférence qui vient de se terminer, également sur l'économie collaborative. I just want to take a moment to let everyone who prefers to be receiving this information and participating in the conference in English that this conference is being translated. If you're joining us online, please make sure that you are on the correct channel and receiving the English language translation that is live. Si vous avez besoin d'interprétation en français, Assurez-vous d'être sur le canal qui reçoit actuellement de la traduction vers l'anglais. Ça fera en sorte que vous serez en mesure de recevoir la conférence dans la langue de votre préférence. Alors, bienvenue à tous. Je suis heureuse qu'on se retrouve quasi virtuel, quasi présentiel, pour un sujet qui est quand même important ces derniers temps. Contexte pandémique oblige. Je vous rappelle qu'on est dans une table de discussion. On privilégie donc les échanges avec les participants, qu'ils soient dans la salle ou en virtuel. Je vous encourage donc à ne pas attendre à la fin. Ne réservez pas vos questions pour la fin. Plutôt, participez au clavardage qui est disponible sur la plateforme Slido. Et on va faire en sorte que vos questions, au fur et à mesure qu'elles sont reçues, seront réservées pour les moments de discussion avec les participants. Sans plus tarder, je voudrais vous représenter, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, et présenter pour ceux qui nous joignent pour la première fois, Dardan Issoufi, qui devrait être sur la scène virtuelle dans très peu de temps, et Domenico Di Siena. Dardan Issoufi est cofondateur et chef d'orchestre d'une coopérative qui s'appelle Eva Coop, et Domenico Di Siena nous rejoint de l'Europe. Il est un des membres fondateurs d'une coopérative qui s'appelle Fairbnb. Ils sauront nous en parler un petit peu plus si vous avez des questions sur ces plateformes dans les prochaines minutes. J'attends toutefois de m'assurer qu'ils sont avec nous. Donc, les gens de la régie, c'est à vous. Bonjour Domenico, bonjour Dardan, je vous vois, c'est magique. Re-bienvenue et rebonjour. Bonjour, enchanté. Lançons-nous tout de suite dans le concret. On a eu la chance tout à l'heure durant la conférence de parler beaucoup de théorie coopérative, du pourquoi, de la vision que vous aviez pour votre entreprise. Jason concret. D'abord, Domenico puis Dardan vont nous faire vivre l'expérience usagée de leur plateforme. Et donc, Domenico, je passe la parole à toi. Si tu veux laisser un petit moment pour s'assurer que tous les gens dans la salle et en virtuel sont en mesure de voir l'écran que tu nous montreras. Et je te donnerai le cue pour que tu puisses commencer à nous présenter Fairbnb. OK. J'attends la confirmation. Oui, les gens de la régie, s'il vous plaît. Magnifique. Vas-y, Domenico. Donc, comme vous pouvez voir dans la vidéo, le fonctionnement de notre plateforme est assez similaire à d'autres qui existent déjà. En fait, la seule différence pour l'instant, c'est que pour chercher des logements, il faut choisir dans une liste qui montre où à présent on est actif. Donc, on choisit la ville ou le territoire où on est actif. Après, on définit les dates pour notre accommodation et le nombre de personnes. Après, on va avoir un résultat. Des résultats peut-être affichés soit sur un plan, soit sur une liste. Avec des photos. Donc, on rentre dans chaque annonce, on voit des photos, on voit en fait lesquelles qui nous plaît le plus. Et une fois qu'on a choisi, en fait, on va vers la réservation. La chose importante qui est différente pour d'autres plateformes, c'est qu'en fait, on peut aussi choisir à quel projet on va donner les 50% des bénéfices qui caractérisent notre plateforme. Donc, on choisit ça et après, en fait, on
passe au paiement. Et c'est tout, c'est simple. Merci Domenico. Quelques questions pour toi. La plateforme est actuellement disponible dans combien de langues et il y a de l'hébergement dans combien de villes? Donc, on est disponible sur tous les sites en anglais. On est en train de terminer toute la traduction donc en français, en espagnol, en italien et en hollandais. Donc, on est présent dans 16 villes et 2 régions. On est en développement dans d'autres, une quinzaine de villes et d'autres régions. Merci. Vardan, à ton tour. Donc, tout d'abord, merci. En fait, Eva, c'est une application de covoiturage ou de transport rémunéré de personnes, dit ride-hailing, ride-sharing ou VTC en France, qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 40 000 membres passagers, près de 3 000 membres conducteurs, qui sillonnent les rues de Montréal, Québec et Saguenay. L'application fonctionne de la même manière qu'Uber, c'est-à-dire c'est une application qui, d'une part, permet de se rendre du point A à un point C avec un arrêt au point B. Donc, vous allez sur l'écran d'accueil où il y a une carte, vous pouvez entrer un point de départ, une destination, et puis voir un prix prédéterminé, commander une course ou même commander une livraison si vous voulez faire livrer quelque chose. D'autre part, l'application est une application qui permet également la livraison. Donc, on se connecte directement au site transactionnel ou aux places de marché virtuelles de restaurants et de détaillants. Et puis, vraiment, c'est comme deux segments. Donc, le segment qu'on appelle plus B2B en chevron français et B2C. Dans la vidéo que vous voyez, si vous la voyez présentement, c'est vraiment le B2C, donc le produit que nos membres voient, les passagers, les conducteurs. Une application qui se télécharge du Google Play Store, du Apple Store, dont je vous invite à télécharger parce que l'application est disponible à Montréal, mais également à Québec. Et puis, c'est une manière socialement responsable de se déplacer avec des membres conducteurs qui sont polis, courtois. Et le tout pour créer une expérience de mobilité plus humaine. Vardan, et j'aurai la même question pour Domenico. Je constate que l'expérience usagée est d'abord plaisante, conviviale, facile, mais également très reconnaissable. Est-ce que c'est un choix conscient d'y aller de cette manière-là? Oui, en fait, nous, quand on a lancé un peu notre produit minimum viable, l'objectif était vraiment de garder une simplicité au niveau de l'interface d'utilisation. Évidemment, notre style très soviétique présentement est en train d'être redessiné. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle dans le jargon un reskin de l'application au complet. Donc, les couleurs vont demeurer, l'identité visuelle va sensiblement rester la même, mais évidemment, ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus moderne, épuré, avec des fonctionnalités additionnelles au niveau de l'application. Mais à la base, notre objectif premier était qu'un consommateur ait droit au but, qui n'ait pas à se compliquer la vie pour comprendre. Puis, vous savez, comme on dit, la simplicité, c'est la plus haute forme de complexité, c'est-à-dire de rendre quelque chose aussi simple que l'utilisateur n'ait même pas à se poser de questions. Effectivement. Et Domenico, j'aurais la même question pour vous. L'expérience usagée est très, très simple. La nuance dans ma curiosité pour vous est à quel moment est-ce que le membre qui cherche de l'hébergement est en mesure de savoir à quel type de projet social il contribue? Ça, c'est cette simplicité que disait Vardan qui est très difficile pour nous de trouver, justement. Et en fait, pour l'instant, pour une question justement de simplicité, c'est à la fin, en fait, il y a la possibilité de visibiliser dans chaque ville déjà quels sont les projets disponibles. Et donc, la personne qui est déjà curieuse peut aller s'informer plus. Par contre, dans les parcours des réservations, on a simplifié pour éviter pour l'instant des problèmes. Et donc, c'est à la fin, justement, c'est une question aussi d'obtenir des résultats. Donc, c'est à la fin, quand tout déjà est choisi, que les usagers peuvent
choisir à quel projet donner la partie correspondante. Par contre, notre défi, c'est que dans cette faison, il n'y a pas beaucoup d'informations sur chaque projet. Et donc, ça rentre un peu pour nous le défi de donner beaucoup plus de force aux projets qui sont pour nous très importants et aussi, en fait, à la communauté qui aussi, et pour l'instant, n'est pas présent. En fait, nous, on a un site où c'est très présent. Donc, un plan avec toutes les villes, et si on rentre dans chaque ville, il y a une explication, une présentation de toute la communauté. Par contre, dans les processus de réservation, pour l'instant, ça ne rentre pas. Ah, d'accord. Merci de cette clarification-là. Pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, Fairbnb et Eva Coop sont des coopératives qui sont relativement jeunes, relativement neuves. Or, elles ont une présence médiatique, une présence en termes de leur taille de membership qui est considérable. La question que j'aurais pour vous deux est la suivante. Combien de travail de préparation avez-vous mis avant qu'on apprenne à reconnaître vos noms, avant que vous soyez dans le secteur public? Et quels ont été les ingrédients incontournables pour un lancement aussi incroyable que les vôtres? Domenico, tu pourrais peut-être y aller en premier? Ouais, je commence. En fait, pour nous, l'avantage, je peux partager deux avantages. Le premier, c'est qu'en fait, nous, on est né après une sorte de mouvement, un mouvement qui était déjà en place. C'est-à-dire que notre histoire, je pense qu'elle est très intéressante parce que la coopérative est née pour le fait que des gens qui ne se connaissaient pas, qui utilisaient le concept de Airbnb comme en fait un intérêt des rencontres pour faire des actions qui en fait changent la forme du tourisme massif dans les villes et qui en fait s'est rencontré par exemple à Venise, à Bologne, à Amsterdam, mais ne se connaissaient pas entre eux. Après en fait une interview à un des fondateurs Cito Veracruz qui était à Amsterdam sur The Guardian. Et les autres, ils ont reconnu en fait qu'il y avait d'autres gens qui faisaient la même chose, ils se sont rencontrés. Et là, en fait, est née justement la coopérative Airbnb. Donc, c'est-à-dire qu'un projet qui a déjà derrière cet intérêt, c'est un peu peut-être exagéré de parler un mouvement, parce que c'est quand même, mais quand même, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient ces concepts pour s'adresser à un changement nécessaire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, notre marque, qui est en fait Airbnb Coop, qui est tout ça, c'est notre marque, décrit elle-même tout. Décrit faire, décrit BNB, décrit Coop. Donc, ça a été aussi notre force pour communiquer d'une forme simple ce qu'on va faire. Et donc, tous reconnaissent qu'il y a en fait quelque chose de facile à comprendre. Après, je dois dire aussi qu'il y a beaucoup qui se demandent si on va y arriver. Moi, je suis sûr qu'on va y arriver. On y est. Vous y êtes, effectivement. Et donc, je retiens, je ne sais pas si un mot qui est utilisé dans le français européen. C'est pas mouvement, mais plutôt une mouvance. Une certaine vague qui se décrit autour d'un besoin, autour d'une compréhension commune nommée, autour duquel il n'y a peut-être pas un élément concret, mais j'interprète Airbnb comme une solution concrète à une intuition. Exactement. Puis oui, bravo les marques simples qui disent tout. De ton côté, Dardan, les ingrédients incontournables pour le lancement? Évidemment, nous, à la base, on était très optimistes. On se disait, en 3 mois, on va lancer. Après 6 mois, on va être connu partout. Finalement, 4 ans après, on réalise que très peu nous connaissent encore aujourd'hui. Ça nous a pris près d'1 an et demi de nous préparer, nous structurer, ce qui a été vraiment un bloquant pour nous. Si on se souvient bien, dans le cas du Québec, il y avait un projet pilote qui autorisait Uber, qui n'autorisait pas Eva et aucune autre forme de concurrence. Et donc, naviguer à travers ces activités de lobbyisme-là, en parallèle aux activités de financement et d'organisation logistique, ça nous a pris 1 an et demi.
Également, il fallait qu'on développe la technologie, en plus que c'est une technologie blockchain, donc assez nouveau, très instable. Donc, 1 an et demi nous préparer, puis 2 ans là, d'opération, puis d'activité sous la ceinture pour en arriver là. C'est considérable. C'est considérable. On a fait le tour un peu de cette question-là politique. Au moment de la conférence, on pourrait en parler un peu plus ici. Tu mentionnes, Dardan, comme ingrédient incontournable l'acceptabilité politique de la coopérative que vous tentiez d'avoir. Est-ce que tu as perçu des embûches dans la loi coopérative telle qu'elle est actuellement? Oui, évidemment, dans le cas du Québec, certes, on peut lever, c'est surtout au niveau du financement que c'est complexe parce que c'est ça, il y a beaucoup de bloquants. Je pense qu'il manque de flexibilité au niveau du modèle coopératif pour aller chercher ou du moins attiser davantage d'investisseurs parce que avoir une part privilégiée puis un retour d'intérêt à 8 %, c'est une banque et non pas un investisseur. Donc, ça prend, je pense qu'on a une réflexion à avoir parce qu'on va avoir plus de coopératives, surtout dans l'économie numérique. Faut favoriser l'émergence de capital nouveau. C'est pas un 150 000 qui permet à une plateforme de se développer. C'est si on veut combattre Uber, Airbnb, Amazon, Walmart, c'est quelques millions. Et ce, de manière continue pratiquement. C'est pas un secret pour personne. Uber et Lyft sont toujours à perte après peut-être 15 ans et des milliards d'injectés. Donc, ce sont des écosystèmes économiques très intensifs en capital. Et je pense qu'au niveau de la loi sur les coopératives, il y a des réflexions à avoir. On ne sait pas exactement comment on peut structurer ça tout en gardant l'intégrité du mouvement. Mais évidemment, je pense qu'il y a place à amélioration. Mais comment, on ne pourrait pas dire. Pourriez-vous nous partager quelques-unes de vos leçons, que ce soit des bons coups, des choses que vous ne referiez plus, mais là, plus jamais? Mettez-vous dans les souliers de quelqu'un que vous êtes peut-être en train d'inspirer, là. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Dardan, tu es toujours sur l'écran. Vas-y en premier. Je pense que l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs sociaux font, c'est de ne pas se rémunérer ou de ne pas valuer son temps correctement. Je pense que ça découle également, ça se fait également dans les milieux militants, surtout dans les milieux où c'est principalement géré par des personnes qui font de bonne volonté. Puis c'est un travail. Puis je pense que dans une société, on nous apprend à beaucoup intérioriser certaines formes de travail, comme le travail d'être une mère ou un père ou autre. Et ce genre de projet-là doit être réfléchi de manière soit durable et de ne pas être basé que sur le sweat work de quelques personnes. C'est vraiment pas durable. Je dis ça, ça a l'air vraiment facile à dire. Je sais que c'est très complexe à faire. Puis nous, ça a créé beaucoup de problèmes. Cet entêtement-là qu'on a eu à tout vouloir donner, puis à faire le tout bénévolement. Puis ça crée vraiment là, des trous dans la fondation d'un mouvement ou d'une organisation. Donc, je pense que ça, c'est une erreur là, à vraiment éviter. Et en contrepartie, quelque chose qui est un bon coup, Dardan, va nous laisser sur une note juste. Oui, bien, de se croire, de se regrouper. Ce qui a permis à Eva d'émerger, c'est d'avoir plus qu'une personne assez folle pour penser que c'est réalisable, que les deux se sont motivés, puis ça s'est allé de l'avant. Donc, il ne faut pas rester seul, il faut en parler. Il faut responsabiliser d'autres par rapport à un tel projet. Puis c'est là où la magie s'opère, quand il y a une communauté, un collectif, il y a un groupe de personnes qui embarquent c'est ça, dans une idée. Effectivement. Vas-y, Domenico. Excuse-moi de t'avoir interrompu tout à l'heure. Non, pas de problème. Non, en fait, moi, j'ai un conseil très lié à notre type de projet, c'est d'obtenir le plus tôt possible quelqu'un qui est engagé dans les projets pour la partie de développement. Donc, les développeurs. Donc, nous, c'est
en partie qu'on a expérimenté personnellement. Et vraiment, c'est important pour un projet qui a une base sur la technologie, qui a un modèle donc des coopératives où en fait on est des membres et de trouver justement le plus tôt possible aussi des membres qui sont dans cette démarche. Donc pour nous, parce qu'en fait souvent c'était notre cas, comme on est en fait notre puissance, notre moteur, ça a été justement la passion et la volonté de changer les choses, mais on n'était pas forcément expert dans la partie technologique, et ça arrive souvent. Et du coup, je pense que c'est important de trouver un équilibre justement entre la structure et en fait qui s'engage sur ça, notamment après aussi ce qu'il disait Dardan, justement en pensant aussi qu'il faut se rémunérer, donc mais être tous responsables dans ce développement-là, non? Du coup, par nous, des fois, ça a développé des différences parce que peut-être c'était plus cher, plus difficile d'engager des développeurs qui étaient extérieurs. Voilà, donc pour moi, ça c'est un conseil très important. Et après, si je m'avance aussi à l'autre partie la plus positive, et je dirais que c'est génial dans le contexte de la coopérative, la possibilité de développer d'une forme assez radicale les choses qu'on a en tête. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on a déjà suffisamment de débats à faire. C'est-à-dire que comme on a un modèle partagé et quelque part, la volonté d'atteindre des objectifs, qui est toujours très difficile, mais en fait, nous, très radical, retrouve à l'intérieur des débats sur comment justement atteindre ces résultats. Et du coup, ça te permet de grandir, je pense, assez fort, parce que c'est difficile, tu vois, de trouver l'équilibre entre la pragmaticité d'avoir un produit et après l'idée de développer en fait quelque chose qui transforme la société. Et si ça n'est pas déjà à l'intérieur, le problème c'est qu'à l'extérieur on trouve en fait après des avis qui sont assez contrastants. Et voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ça c'est très enrichissant en fait. C'était des débats internes qui existent et qui donc peuvent faire la force d'aller vers l'extérieur avec déjà en fait un débat interne fort et en fait une motivation de certains choix qui n'est pas en fait le choix d'un CEO qui a décidé que non, sinon qui est en fait vraiment et voilà. Donc ça c'est très enrichissant. Effectivement, un produit qui n'est pas simplement un produit, qui transforme réellement. Il concrétise encore une fois la vision radicale que vous aviez de changement là, sociétal, environnemental, etc. Je crois avoir bien compris ce que tu disais, Domenico. Merci. Je vais jeter un regard à mon collègue. Est-ce qu'on a des questions des participants? Pas encore? N'hésitez pas. Vraiment, toutes les questions sont bonnes, surtout si elles sont curieuses. N'hésitez pas à nous en envoyer. On les abordera dans la prochaine section. On parlait de partenariat tout à l'heure à la conférence. Je me demandais si vous souhaitiez en parler un peu plus. Le Québec, humblement, le CQCM, réfléchit actuellement à la composition de ce que fait un écosystème coopératif. On sait qu'on est très choyé au niveau provincial en ce qui concerne la création coopérative. On a une reconnaissance de ce qu'est la forme d'entreprise. Il y a des gens qui sont sur le terrain, autant à faire de l'éducation que du soutien technique au développement. Il y a, dans une certaine mesure, de la finance sociale qui reconnaît la coopération à certaines étapes de son développement. Et les lois sont, règle générale, favorables. Dans vos Domenico, du côté européen, Dardan, pour vos visées de développement à l'extérieur de la province et peut-être même à l'extérieur du pays,
qu'est-ce que vous remarquez comme étant des ingrédients essentiels ou une juxtaposition différente d'ingrédients que ceux que je viens de nommer qui font en sorte qu'on puisse espérer voir notre projet se réaliser? Domenico, est-ce que tu veux y aller? Non, vas-y. En fait, j'apprends, ça prend une multitude d'éléments pour pouvoir mener à bien de tels projets, surtout dans un but expansionniste. Quand je dis expansionniste, ce n'est pas d'imposer, mais c'est vraiment de co-créer avec les communautés locales. C'est de voir vraiment aux besoins de la communauté, puis assurer que notre service ou notre produit répondent à ces besoins-là. Je pense que c'est vraiment de la communication puis de l'inspiration. Il y a une pléiade d'organismes comme le CQCM dans la plupart des villes du monde. Et puis, il suffit de pouvoir les atteindre, les communiquer. Puis c'est souvent ce qui est intéressant. Moi, je me souviens au début, notre première rencontre qu'on a eue chez Eva avec un tel organisme, ça a été la Coopérative de développement régional du Québec, la CDRQ. Et on était intimidés par l'ampleur de l'organisation, puis on s'était préparé, on avait mis nos cravates pour la rencontre. Finalement, on réalise, c'est du monde qui sont là pour nous aider, c'est du monde qui sont là pour nous appuyer. Puis, on se lie d'amitié avec les gens au sein de l'organisation. Ceux-ci nous ouvrent des portes à gauche, à droite. Il y a un bouche-à-oreille qui se fait, il y a un enthousiasme qui se crée. Et puis, je pense que c'est vraiment de communiquer cette vision-là. Surtout quand on a un projet avec une dimension sociale. Souvent, les gens vont embarquer plus rapidement. Donc, je pense que c'est vraiment un des éléments qui est le plus important, c'est vraiment la communication, la transparence. Communiquer cette vision-là, partager de manière transparente nos intentions puis le projet. Puis de nouer ces associations-là, ces partenariats-là. Je pense que des projets comme les nôtres, qui sont plutôt coopératifs, ne sont pas possibles s'il n'y a pas un appui communautaire ou du moins sectoriel. Effectivement. Domenico? Oui, en fait, du coup, je pense que pour nous, dans notre projet Airbnb Coop, il y a deux éléments intéressants. D'un côté, déjà, je le disais tout à l'heure, le fait qu'il existe un esprit de collaboration comme DNA, non, des coopératives. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un esprit toujours présent entre les gens qui animent une coopérative de se regarder autour et chercher dans d'autres coopératives un allié, une opportunité de développement mutuel. Ça, c'est déjà quelque chose qui existe et qui est très puissant. Et après, dans nos cas spécifiques, notre modèle est basé sur la collaboration avec des entités qui existent dans le territoire. Et sur ça, j'ajoute en fait que pour nous, va même plus loin que le seul monde des coopératives. Parce qu'en fait, nous, les partenaires qu'on a dans les territoires, souvent c'est des coopératives, mais des fois, ce n'est pas des coopératives. Donc, pour nous aussi, c'est intéressant parce que après, il y a un défi, je vais développer ça, mais c'est intéressant parce que on aide à développer un écosystème que nous, on reconnaît justement dans le monde des coopératives, mais qui n'est pas pareil au dehors, elle n'est pas très développée. Et ça, c'est le défi que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour nous, un défi important, c'est que quand on rentre dans cette démarche de collaboration sur le territoire, c'est vrai que ce qu'on trouve des fois, c'est que la culture qu'on a développée depuis qu'on était des gamins, des petits, c'est la concurrence, la compétition. Et des fois, même des gens qui ont la volonté de collaborer et ont après des attitudes qu'ils ne reconnaissent même pas parce qu'ils ne sont pas habitués,
qui ne rentrent pas dans l'attitude de la collaboration. Donc, du coup, pour nous, et ça, c'est la partie dont je suis responsable dans le projet Airbnb Coop, c'est beaucoup de la formation, en fait. C'est en fait développer un système de co-apprentissage qui fait que tous les partenaires puissent s'aider mutuellement. Donc, nous, on a un système des ambassadeurs qui nous aident dans le territoire. Et c'est bien important de dire que c'est pas un franchising, c'est pas des franchises. C'est pas quelqu'un qui prend la marque Airbnb, la développe sur le territoire. Non, c'est des acteurs qui existent déjà, qui peut-être ils sont engagés dans d'autres activités, d'autres services, donc connaissent le territoire et donc suivent avec nous un processus d'apprentissage pour comprendre comment il devient justement ambassadeur de Airbnb. Et en fait, il commence à développer un modèle qui enrichit les modèles économiques qui sont déjà en train de développer pour d'autres services, mais qui est enrichi justement avec la collaboration menée par la plateforme plus globale qui est Airbnb. Et donc sur ça, c'est intéressant parce que c'est intéressant de voir comment tous les ambassadeurs peuvent en fait partager les apprentissages et s'aider mutuellement. Et ça, c'est un défi carrément parce que et quand même, les cultures sont différentes, il y a différents niveaux entre les personnes engagées, des expériences dans la collaboration. Non? Vous faisiez tout à l'heure même très clairement la demande de plateforme collaborative. Qu'est-ce que c'est? Pour des gens, c'est déjà quelque chose de quotidien. Pour d'autres, c'est nouveau. Donc, nous, on doit travailler avec les différents niveaux d'expérience. Magnifique. Merci pour cette réponse très, très complète et qui contenait des éléments auxquels je n'aurais pas pensé. Qu'un ingrédient incontournable est effectivement de faire vivre cet esprit-là de la collaboration, de la présence, du peer learning, de l'apprentissage par les pairs, pour s'assurer que les maillages ne se font pas que virtuellement, mais bien entre les personnes, pour s'assurer aussi qu'il y a une uniformité un peu au niveau de Airbnb. Mm-hmm. Ces ingrédients-là, des fois, sont à l'interne plutôt qu'à l'externe dans l'écosystème. Merci de m'avoir rappelé ça. Mon collègue me fait signe qu'on a lancé un sondage. On pourrait peut-être le mettre à l'écran, comme j'aimerais également connaître la question. Pour ceux qui sont sur la plateforme virtuelle, allez vérifier le sondage que vous avez reçu. Oh! La démocratie n'est pas forte parmi les participants. Allez-y, gaiement. La question de sondage était... Utilisez-vous les plateformes collaboratives? Et il semblerait que notre unique répondant à date nous dise « Oh, heureusement! Heureusement! » Pour ceux qui n'auraient pas... On est rendu 1-1. Bien là, c'est une game de soccer. Est-ce qu'on peut se rendre à une game de football? Peut-être de basket même, dépendant du nombre de participants. En attendant que les questions, ou plutôt les réponses au sondage continuent d'entrer, une question que j'aurais pour vous, messieurs. On vous demande un peu là, de prendre la boule de cristal. Dans quel secteur anticipez-vous un potentiel pour ces entreprises de type plateforme collaborative, surtout lorsqu'elles sont collectives? Pardon, j'ai pas bien compris la question. Je vous la répète absolument. On vous demande de prendre la boule de cristal, un peu de divination. Dans quel secteur économique voyez-vous un potentiel pour les plateformes collaboratives collectives? OK. Je pense qu'il y a deux secteurs qui vont être davantage touchés, j'espère du moins. Le secteur financier, qui est déjà bien parti avec les coopératives ou les unions de crédit actuelles. Mais je pense qu'avec la numérisation des transactions financières et l'avènement des crypto-monnaies, par entre autres,
il va davantage y avoir des alternatives qui soient plus démocratiquement ou localement gérées. Après, je pense également que l'avènement des réseaux sociaux mérite une réflexion parce que ce sont des plateformes qui régissent nos vies sociales de manière assez intrusive, assez continuelle. Et j'aspire voir... en fait, c'est plus... c'est moins irrationnel, c'est plus ce que j'espère voir. Là. Donc, avoir des émergences qui soient coopératives, par exemple. Je rêverais d'un Facebook qui soit possédé par les communautés. Dardan, est-ce que tu es en train de ressusciter #ByTwitter? Oui, bien, ça, je trouve que ce sont des approches innovantes. Et bref, c'est ce genre je pense qu'on peut faire même mieux que Twitter et Facebook et les plateformes traditionnelles. Donc, bref, c'est des pistes de réflexion que je lance. Si jamais des innovateurs sociaux dans la salle, là, je vous appuie si vous en lancez là-dedans. Et Domenico, de ton côté? Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Moi, je partage beaucoup la vision de Dardan sur la question financière. D'ailleurs, pour nous, c'est un défi important, on le voit bien. En fait, c'est un obstacle énorme, car notre force, c'est justement cette dimension, nous on l'appelle locale, non? Locale et globale à la fois, et qui met en valeur le fait qu'il y a une dimension locale avec ses identités et donc aussi ses monnaies, mais aussi la capacité de rapprocher les globales. Et donc, ça nous oblige à travailler avec des transitions au niveau international qui nous obligent après à nous à être dépendants des services qui sont des fois très chers. Et donc, pour avoir après pour simplifier, des tarifs plus compétitifs, et ils nous demandent justement d'être déjà un géant qu'on ne l'est pas encore. Donc ça, j'espère qu'avec les blockchains et le monde crypto, qui est important d'être décrypté, que les gens connaissent mieux, sans préjugés, peut-être on a une opportunité. Donc je partage beaucoup ça. Après, je pense qu'il y a un domaine intéressant avec beaucoup d'opportunités, c'est tous les projets qui structurent la relation forte entre le numérique et le physique. Donc, je pense qu'après le Covid, ça va être beaucoup plus clair ça. Toutes les plateformes, tous les projets qui abandonnent cette idée qu'on a eue pendant des années que en fait le numérique est une superposition, quelque chose qui est en fait ailleurs dans le réel, mais donc tous les projets qui comprennent déjà que le numérique fait partie du physique, n'existe plus les physiques simplement. Chaque relation physique a en fait un degré des connaissances et d'échanges qui vient et qui se développe dans la sphère numérique. Donc, je pense que sur ça, on est encore au début d'un changement énorme qui facilitera les dialogues entre ce qui est concret, ce qui est physique, qu'on voit, qu'on touche, et les informations, les données, les relations qui sont possibles sur cette chose physique qu'on voit et qu'on touche, mais au niveau numérique. Donc, maintenant, c'est très connu et peut-être, je ne sais pas si les gens qui écoutent connaissent, mais les non-fungible tokens, c'est un système numérique non-fungible token. Ah, les NFTs. NFTs, yeah. Donc ça, c'est un premier pas pour créer cette liaison forte entre ce qui existe physiquement et ce qui existe dans la sphère numérique. Je pense que là, dans cette liaison, il y aura dans le futur beaucoup de choses à développer. Et là, il y a une opportunité
que pour l'instant on a perdu dans les développements qu'on a eu d'Internet jusqu'à présent. Il y a l'opportunité pour introduire les principes de la coopérative dans ce système de liaison entre physique et numérique. Donc moi je pense que ça c'est une opportunité. Tu nous lances sur un autre plane complètement avec ta réponse, mais je pense que je vais y réfléchir pendant un petit bout à celle-là. De tenter de le concevoir concrètement dans un produit, justement, comme on discutait tout à l'heure, et envers un public, comment est-ce que ça se vivrait. Je pense que tu viens de me lancer sur une trame de réflexion super intéressante. Merci Domenico, merci Dardane. Last call pour les questions du public. On en a une. Est-ce qu'on pourrait l'afficher à l'écran? Elle arrive, ça ne tardera pas. Oui, vas-y, je la répéterai. Donc, une question de Mme Caroline Yel. Pensez-vous qu'il y aurait des alternatives pour permettre à plus de coopératives d'avoir accès à du financement? Donc, on sort un peu des plateformes, mais toute façon de financer des projets. Merci. Merci. Alors, Dardane et Domenico, celui qui souhaitera prendre la question en premier, allez-y. Je pense qu'on peut être créatif. Je pense qu'il est possible, justement, avec l'idée d'avoir des jetons cryptographiques, sans nécessairement avoir d'équité, mais d'avoir de garantir une certaine volatilité au niveau du retour sur investissement, d'avoir justement cette possibilité-là d'aller chercher des investisseurs qui veulent avoir un gain en capital plus élevé considérant le risque de certaines entreprises. Je pense également qu'il y a des réflexions à avoir avec comment on peut davantage rendre plus flexibles les parts privilégiées dans une coopérative. Évidemment, il y a aussi toute la notion des levées de fonds collectives, des crowdfunding. Je pense que ça aussi, il y a des avenues intéressantes à explorer là. Évidemment aussi, je pense que les institutions financières doivent être plus flexibles au mouvement coopératif. Souvent, ce qui est disponible sur le marché, c'est très, très, très traditionnel. Donc, il faut avoir un cautionnaire, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Mais tu sais, dans une coopérative, quand tu as un vote comme tous les autres, tu n'as pas vraiment envie de cautionner pour tout le monde. Donc, c'est assez ordinaire, là, les mécanismes qui sont présentement disponibles. Pour les plateformes digitales, je vous ai raconté une anecdote. Notre première rencontre avec des potentiels investisseurs d'impact au Québec, ils étaient plusieurs, là, Investissement Québec et autres autour de la table, et l'un d'eux nous pose la question avant qu'on lance, combien de membres vous avez? Donc, on se regarde, on répond, mais on est 2 membres. Et regarde, là, vous cherchez 1,5 million, mais vous êtes 2 personnes. On lui explique, mais c'est ça une plateforme coopérative. Les membres viennent une fois que la plateforme est créée, pas à l'inverse. Une coopérative traditionnelle agricole, si on habite dans un même rang, on a 3 pioches, 3 facteurs, on les met en commun. Puis comme les membres étaient là avant la coopérative. Dans le cas des plateformes digitales, numériques, la coopérative doit être là avant que les membres ne viennent. Puisqu'il n'y a pas de conducteur qui conduit sans application, puis il n'y a pas de passager qui se déplace sans application. Et ça a un coût initial. Donc, je pense qu'il faut revoir également ces mécanismes-là qui sont plutôt traditionnels pour favoriser davantage une nouvelle forme de coopérative, des formes de coopérative qu'on n'a même pas encore idée que ça existe aujourd'hui et qui vont se créer à travers les prochains mois et années. Donc, rester plus flexible et être créatif au niveau des mécanismes de financement. Ouais, moi j'ajoute donc forcément il y a un besoin de majeur développement de la partie légale dans beaucoup de pays dans le monde en général, je pense. Dans des pays, c'est même pas très facile à créer une coopérative. Et donc voilà, ça c'est clair, il y a un besoin d'améliorer justement la partie légale. Après, moi je suis convaincu que ça va pas se passer parce qu'en fait il y a un avantage que je vois déjà comme une tendance,
c'est qu'il y a de plus en plus aussi des fonds d'investissement à impact, en fait, qui considèrent comme un paramètre de choix des projets à financer, et en fait, l'impact qui est positif, et donc avec une vision aussi d'innovation sociale et éthique, que ces projets-là peuvent avoir sur la société. Et donc, je vois ça comme une tendance positive pour nous, les coopératives, parce qu'en fait, comme la création du projet, et comme disait aussi Dardan, elle est elle-même censée créer et en fait agréger une communauté large, ça a une opportunité de justement condenser dans un projet et beaucoup des gens qui en fait partagent un intérêt qui n'est pas simplement, comme on disait, la possibilité d'avoir un service, mais justement de faire partie de cet impact positif qu'on dit. Donc, parmi tous les projets qui développent cet impact, c'est sûr que les coopératives peuvent offrir une sécurité sur cette vision. Aussi qu'en fait, on sait bien que les coopératives ont une vie beaucoup plus, en moyenne, beaucoup plus longue que n'importe quelle entreprise. Par contre, on sait bien que pour l'instant, en fait, les retours pour les investisseurs en termes justement des taux de retour qui gagnent, notamment, c'est clair que c'est pas, pour l'instant, non, c'est pas comparable avec des investissements, avec des startups, avec une croissance. Donc, l'intérêt, ça vient justement sur ceux qui veulent investir, mais qui sont aussi intéressés à un impact. Et là, il y a une opportunité énorme. Et pour nous, le défi, c'est de trouver des chaînes qui nous permettent de montrer concrètement quel est l'impact. Donc, il y a tout un besoin de paramétriser et maîtriser quel type d'impact nous on est en train de créer, parce que c'est vrai que c'est très développé dans le sens de croissance économique, mais tout le reste qu'on produit, il n'est pas à la même hauteur de développement. Donc, je pense que dans le sens des collaborations des coopératives, c'est très important de pouvoir collaborer pour développer des systèmes qui permettent justement de visibiliser comment nous on est en train de créer un impact positif. Ça nous a passé déjà que des investisseurs cherchent ça. Donc, OK, on va investir, mais pouvez-vous me montrer quel est l'impact concret que vous allez avoir? Absolument. En contrepartie, j'imagine, dans leur logique d'investisseur, d'un taux d'intérêt qui serait là pour compenser, ils veulent reconnaître l'impact que vous auriez au plan social, environnemental, etc. Est-ce que c'est un peu la logique dans laquelle ils se trouvent? Oui. Exactement, ouais. OK. Je vous remercie. Chers collègues, une autre question? Allons-y. Je la lis pour ceux qui sont en ligne. Dans la première conférence, vous avez évoqué le rôle des plateformes dans la mobilisation des membres. Dans votre expérience, comment celle-ci aide à dynamiser la démocratie au sein des coopératives? Donc, la plateforme, dans son acte de mobilisation des membres, comment est-ce qu'elle aide à dynamiser la démocratie au sein des coopératives? Bien, c'est intéressant parce que je me suis posé la question si je peux me répondre à cette question-là, ou du moins partager un brin de réflexion. Je me disais, pourquoi, par exemple, on ne qualifie pas Desjardins de plateforme coopérative? Parce que Desjardins a une application qui s'appelle Accéder, qui est une plateforme. Et en fait, ce qui est vraiment spécifique aux plateformes coopératives, c'est que la plateforme est l'assise main de l'union des membres. C'est par là que les membres transigent, c'est par là que les membres font un revenu, c'est par là qu'il y a un échange économique qui se produit de biens, de services ou de talents. Et donc, l'aspect numérique vient complètement changer la donne au niveau de la gouvernance parce que les gens s'unissent sur la gestion de cette plateforme-là plutôt que la gestion de la coopérative, soit l'entité légale, l'entité morale. Vous parlez aux membres conducteurs d'EVA,
ils vont s'en foutre essentiellement de c'est quoi dans les règlements des jeux internes ou comment ça c'est fait, tout peu importe. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est bon, mais c'est quoi le frais d'annulation quand on annule une course après 5 minutes? C'est quoi le temps pour annuler une course? C'est combien qu'on est payé du kilométrage? Donc, parce que l'interaction se fait à travers la plateforme. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir une plateforme qui est transparente, donc avoir une infrastructure technologique qui permette cette visibilité-là pour l'ensemble des membres. Puis, c'est ça, c'est aussi de vulgariser, de mieux expliquer, détailler c'est quoi le rôle de la plateforme dans ces échanges-là, parce que la plateforme joue un rôle central. On est une plateforme avant d'être une coopérative, là, malheureusement, heureusement. Le fait est que les gens, les passagers, les membres, c'est leur première source d'interaction et possiblement la seule pour la vaste majorité. Domenico? Ouais, moi j'ajoute que je pense que là il y a un défi parce que pour l'instant il y a un décalage entre tout à fait ce que disait Dan, il y a un décalage entre le développement de la plateforme tel que les services qui développent et qui offrent la coopérative et l'engagement des membres de la coopérative dans le gouvernement, dans la gouvernance des décisions aussi stratégiques que cette coopérative doit prendre pour se développer. Et là, il y a un double défi parce que un défi, c'est que j'en parlais aussi un petit peu tout à l'heure. Il y a un défi, c'est que le développement stratégique a besoin aussi d'un espace d'autonomie. Peut-être ça peut être un peu polémique, ça, mais c'est important qu'il y ait en fait des responsables, je parle au pluriel, c'est mieux, mais quand même il y a des responsables qui sont chargés de la stratégie. Autrement, il y a les dangers de rentrer en fait dans un immobilisme, dans la marée des possibilités qu'on a, qui fait qu'après un projet très beau n'aboutit pas et ne se développe pas. Par contre, et là je rentre dans les opportunités de la plateforme, il y a une opportunité de faire en sorte que la plateforme, donc dans ces cas aussi, dans les concepts d'idées de plateforme qui est agrégé plusieurs acteurs, mais aussi dans les concepts des plateformes numériques qui est connecté en temps réel les membres de cet écosystème, il y a une opportunité pour améliorer en fait l'interaction des gens qui se prennent cette responsabilité-là. Et le défi, c'est en fait créer une relation qui est respectueuse de ça. Parce que nous, on le voit aussi pour nous, en fait, il y a toujours des milliers de visions de comment on peut faire. Et ça, c'est intéressant parce que les gens, c'est-à-dire qu'ils sont motivés sur le projet. Par contre, à la fin, il y a quelqu'un qui se prend la responsabilité de choisir entre ces visions-là. Et donc, c'est important d'utiliser la plateforme pour créer cet équilibre entre l'écoute active qu'on fait des membres, mais après aussi le respect des gens qui sont élus à prendre des responsabilités de décision et que ça rentre dans un processus itératif qui permet justement après d'améliorer. Et voilà, donc ça c'est une opportunité et j'ajoute que peut-être dans le futur, j'espère que le monde blockchain va pouvoir nous aider à créer une majeure correspondance entre la gouvernance formelle et la forme dans laquelle on utilise la plateforme numérique. Parce que pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un décalage entre la gouvernance formelle, morale, et après les services qu'on développe. Donc j'espère que dans le futur, on pourra avoir beaucoup plus de correspondance. Merci pour vos réponses très réfléchies, très complètes également, qui viennent au cœur de la question. Merci de nous être permis d'avoir redirigé la question un petit peu parce que on parle souvent, on privilégie souvent la question de la gouvernance. Or, il y a tellement d'autres éléments qui infusent de la vie et de la fidélité et de l'engagement dans une entreprise. Et il semble que beaucoup de ça passe à travers votre plateforme. Fait que merci d'avoir creusé un peu plus profondément. Je crains de devoir vous annoncer à tous que c'était notre dernière question.
Il est 12h10 ici au Québec. On va passer sous peu au dîner. Ceux qui sont à la maison, qui préparent leur lunch à côté de leur laptop, je vous salue et je vous souhaite un super bon appétit. Pour ceux qui sont dans la salle, sachez que le repas sera servi au 200 AB si vous souhaitez être à la conférence Beneva. Sinon, au 206 AB si vous privilégiez le réseautage. Et pour ceux qui sont en ligne avec nous, on se revoit à 13h30. Je vous souhaite une excellente conférence puis on se revoit bientôt.